Bonjour à tous. Donc voilà, donc en fait on organise aujourd'hui le premier webinaire sur la conjoncture. Il y a eu un webinaire il y a un mois à peu près. C'était plus sur toute la présentation du document Analyse et perspective. Donc là, cette fois-ci, c'est sur la conjoncture du premier trimestre 2024. Donc cette publication, en fait, on fait un point de conjoncture chaque trimestre. Donc, en fait, au mois de juin et décembre, on fait un document sur 13 pages hein, qui est accessible sur le site internet et qu'en général, on met sur l'intranet. Où là, sur cette publication, on fait une page sur les principales filières et après, on a des thématiques plus transversales. Et en février-septembre, on rédige une note un petit peu plus élaborée, une note d'actualité, avec donc un volume conjoncture et puis l'actualité sur les filières. Donc, ce que je vais vous présenter, donc, ça a été, je l'ai élaboré à partir donc, de l'ABC Conjoncture, qui est donc rédigé par l'équipe Économie-Emploi. Hein. Donc, c'est le travail de toute l'équipe. Voilà, donc je vais vous présenter. Donc, l'idée, c'est plutôt pour que vous posiez vos questions par l'intermédiaire du chat. On fera, selon effectivement les questions, on fera peut-être un point intermédiaire. On verra si jamais on fait une première partie de questions au milieu. Sinon, on fera les questions à la fin de la présentation. Et donc, on va enregistrer donc, cette présentation et donc, on la mettra à vos dispositions après. Donc, je vais d'abord, donc, en fait, je vais vous faire une présentation d'une manière transversale et non pas filière par filière. Donc, on va d'abord donc, aborder l'aspect prix. Ensuite, tout ce qui est volume, hein, voir comment évoluent les volumes. Et puis, en dernière partie, plutôt un effet un petit peu sur l'emploi, l'agroalimentaire, le commerce extérieur et la consommation, voir un peu comment évoluent ces aspects-là. Voilà, donc, alors, concernant les prix, hein, donc, globalement, on a des prêts à la production plutôt en recul, mais qui restent plutôt à des niveaux élevés. Hein, on le voit ici pour les deux premières filières, donc pour le lait. Donc, en lait, on a un prix du lait en retrait de 6,5% au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023. Hein, c'est ce que vous voyez sur le graphique. Alors, effectivement, c'est un prix inférieur par rapport au prix du premier trimestre 2023, mais qui reste quand même supérieur de 17% à la moyenne quinquennale, donc des premiers trimestres. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment un niveau de prix relativement élevé. Donc, c'est vrai que depuis la chute, hein, on voit la chute qu'il y a eu depuis le deuxième trimestre 2023. Donc, le prix est quand même relativement stable. Il évolue entre 455 et 472 euros des 1000 litres. Euh, Globalement, les tendances, hein, plutôt un prix stable au deuxième trimestre, hein, qui sera aux alentours des 455 euros. En neuf, alors là, c'est pas le prix payé au producteur, hein, c'est la cotation des œufs, donc la cotation TNE des œufs. Donc là, on a un niveau de prix élevé, on le voit, mais effectivement en recul d'à peu près 10% au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023. Donc ça, c'est la cotation des œufs coquilles. En mai, donc, on a une tendance baissière, mais vous voyez qu'il reste quand même relativement élevé, avec une cotation en moyenne à 12,80 € des 100 œufs. Globalement, la cotation des œufs pour l'industrie, puisqu'il y a deux cotations différentes, connaît à peu près la même évolution. Alors, sur le marché, hein, le marché a été assez fluide avec une offre qui a permis de couvrir la demande. Mais par contre, on en reparlera après, mais depuis avril, la demande montre un petit peu des signes de faiblesse. Hein. Et en industrie, par contre, ce qu'on peut quand même noter, c'est une forte concurrence en provenance des œufs et ovoproduits produits en provenance des pays de l'Europe de l'Est qui pèsent sur le marché et qui, du coup, entraînent un recul de la cotation. Ensuite, au niveau donc en viande de porc, donc là vous avez le prix du porc en moyenne du premier trimestre à 1,785 €. Donc c'est le prix de base au marché du porc, hein, ça ne prend pas en compte les plus-values des producteurs. Donc un recul de 18% par rapport au premier trimestre 2023. Hein, mais quand même supérieur de plus de 6% à la moyenne de la même période sur 3 ans. Donc un niveau, vous voyez tout de suite sur la courbe, de toute façon, un niveau de prix de base relativement élevé. Actuellement, c'est quand même plutôt une stabilité, hein, on le voit depuis la semaine 10-11 à peu près. On a un prix relativement stable, mais légèrement au-dessus des 2 € du kilo.
Dans les autres pays de l'Union européenne, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a globalement aussi un prix relativement stable et un prix de base qui est légèrement supérieur par rapport à l'Allemagne et à l'Espagne, qui sont deux pays importants de production au niveau de l'Union européenne. En viande bovine, ici, donc, vous avez la cotation de la vache R+. Donc, pareil, il y a un prix de la vache R+, supérieur de 1% par rapport aux 4 premiers mois 2023. Donc, pareil, un niveau relativement élevé et aussi élevé par rapport à l'année 2022 et on voit aussi la moyenne sur 5 ans. Donc, avec donc 5,60 € en moyenne sur 4 mois, mais supérieur donc de 31% par rapport à la moyenne sur 5 ans. Donc, c'est vrai qu'en viande bovine, on a vraiment un niveau relativement élevé. Pareil pour les autres cotations, que ce soit la réforme laitière ou alors, ou pareil, on a un prix nettement supérieur à la moyenne quinquennale. De leur côté, les charges aussi connaissent un repli. Ici, vous avez l'évolution de l'indice IPAMPA, donc c'est l'indice des prix d'achat des produits nécessaires à l'activité agricole. Donc, vous voyez, sur la période janvier à avril, un prix d'achat des intrants en recul de 8%. Mais on note quand même, vous voyez bien que la courbe, les niveaux d'indice restent supérieurs à la moyenne qu'on pouvait avoir en 2020, 2021, enfin tout l'année 2021. Alors quelques indices, le prix d'achat donc des intrants, donc un recul de 8%. Pour les engrais et amendements, c'est un recul de près de 13%. Et pour les aliments pour animaux, c'est pareil, à peu près 13% de recul par rapport donc à l'année précédente. Si on regarde quand même par rapport au niveau des indices, donc qu'il y avait donc par rapport à avant le conflit qu'il y a eu avec l'Ukraine, on a des niveaux encore supérieurs de 60% pour tout ce qui est énergie, supérieur de 40% pour tout ce qui est prix des engrais et amendements, et encore 20% supérieur pour les prix des aliments pour animaux. Donc c'est vrai que le prix des charges est en repli, mais quand même à des niveaux encore très élevés par rapport à ce qu'on a pu connaître avant le conflit russo-ukrainien. Si on regarde plus en détail, donc ici vous avez l'indice Itavi, donc pour tout ce qui est volaille. Donc on a un indice donc du prix de l'aliment en recul de 37%, donc par rapport au point haut de mai 2022. On le voit bien sur la courbe. Euh, donc pareil en lait, un repli aussi des charges. Donc quand même un repli des charges qui est quand même comparable au repli du prix du lait. Donc ce repli des charges, il est lié effectivement à la baisse des cotations des tourteaux de soja et de colza. Et en porc, bon, je n'ai pas mis de graphique, mais en porc, on a un aliment à 322 € tonne, donc en recul de 17% sur un an. Mais qui reste quand même bien dessus de la moyenne donc, des 280 € tonne qu'on avait en 2021. Donc c'est vrai qu'effectivement c'est un point positif, le repli des charges, mais pas oublier que ces charges restent quand même relativement supérieures. Mais on peut quand même noter donc des résultats économiques en amélioration. Bon, on n'a pas les résultats, on va dire, de l'année, mais là, on peut effectivement noter en bovin viande des résultats en amélioration. Donc, vous avez ici sur le premier graphique donc les résultats courants donc, par unité de main-d'œuvre. Donc, on voit effectivement, même s'il y a eu une baisse des résultats en 2023 par rapport à 2022, on a quand même des résultats en viande bovine qui sont supérieurs aux années précédentes. Et en porc, vous avez ici donc la marge sur coût alimentaire et renouvellement, donc qui atteint plus 2282 € par truie, donc présente en mai 2024. Donc pareil, à un niveau bien supérieur à la moyenne quinquennale. Donc c'est vrai qu'on a quand même des situations de résultats relativement, on va dire, satisfaisantes. Donc pour maintenant les volumes. Donc, c'est vrai que ce qu'on a pu noter depuis à peu près 2 ans, c'est que les volumes de production étaient plutôt en recul en Bretagne, mais aussi au niveau national. Et là, on voit, on peut se poser la question, est-ce qu'on est arrivé à la fin de la spirale à la baisse des volumes? On va voir que ça dépend effectivement des filières. Si on regarde les filières lait et porc, en lait et porc, on a effectivement, a priori, donc un certain redémarrage des volumes, puisqu'on a sur le premier trimestre 2024 une collecte de lait supérieure de près de 2% à la collecte de lait du premier trimestre 2023.
hein. Donc c'est vrai que c'est effectivement une dynamique positive, donc qui a été quand même permis par bah, une bonne qualité des maïs en silage qui ont été récoltés en 2023. Mais on peut quand même noter que ce cumul de collecte, hein, sur le premier trimestre, il est quand même inférieur à la moyenne quinquennale de 1,5%. Donc même si on a ce rebond de collecte, on est quand même sur des niveaux de collecte encore inférieurs à la moyenne quinquennale. Euh, Autre inquiétude quand même, c'est la qualité donc des ensilages d'herbe, hein, qui est relativement médiocre, donc pour les mois à venir, relativement médiocre. Et déjà en avril, là, on a une collecte de lait qui est en avril 2024 en recul d'un peu plus de 1% par rapport à avril 2023. Donc on note déjà des petits problèmes de collecte. Et vu effectivement la qualité des ensilages d'herbe, on peut effectivement s'attendre peut-être euh, à une collecte qui peut encore être en retrait dans les mois à venir. Un petit complément, c'est sur la baisse des cheptels, hein. On avait déjà mis en avant le recul du cheptel laitier, hein. On a effectivement une baisse du cheptel qui se poursuit, hein. Au 31 mars 2024, on a un cheptel vache laitière qui est en recul de 2,1% par rapport au 31 mars 2023. Hein. Donc c'est vrai que on a toujours ce cheptel qui continue quand même s'il y a un léger ralentissement, hein, puisque entre 2022 et 2023, on avait un cheptel qui reculait de 2,8%. Donc là, on a un ralentissement de cette décapitalisation. Si on regarde au niveau national, en fait, on a une amélioration au niveau national, sauf en Normandie, où là, on a une décapitalisation qui continue de s'accentuer. En porc, si on regarde les abattages, on a une augmentation des abattages d'à peu près 3% au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023. Donc effectivement, une amélioration. Alors si on regarde au niveau national, on a une augmentation de à peu près 1,6% des volumes d'abattage. Alors cette reprise est visible aussi au niveau européen, hein, avec une augmentation de 3,5% des abattages sur les 2 premiers mois 2024, qui est très notable en Espagne, hein, avec une augmentation de 4%, et aussi en Allemagne, hein. Mais on peut rappeler quand même que l'Allemagne avait connu une forte chute de ses abattages, hein, sur les années précédentes. Euh, voilà, donc c'est vrai que ces deux filières, effectivement, un redémarrage à la hausse des volumes, qu'on observe aussi donc en volaille de chair. Ici, vous avez les abattages de volailles, donc qui sont en augmentation de près de 5% au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023. Bon, à noter quand même qu'en 2023, il y a eu donc la grippe aviaire, donc qui a eu des incidences quand même notables sur certaines productions. Donc là, les abattages augmentent fortement en canard, hein, 30%, bon, même si ce n'est pas des volumes très importants. On a une croissance aussi des volumes de 2,5% en poulet et de 14% en dinde. Bon, en remarquant quand même qu'en dinde, les volumes d'abattage restent quand même inférieurs au niveau de 2022. Alors, si on regarde au niveau national, pareil, hein, on a une augmentation très importante des volumes. À noter ici aussi l'effet grippe aviaire qu'il y avait eu donc en 2023. Même si l'augmentation des volumes est très importante au niveau national, c'est effectivement le deuxième volume le plus important pour un premier trimestre depuis 2019. Hein, c'est vrai que c'est surtout le canard qui en profite, mais c'est vrai que le canard partait effectivement de volumes d'abattage relativement bas. En œuf, pareil, hein, il y a eu aussi l'effet grippe aviaire en 2023. Alors, les prévisions font état normalement une production qui devrait dépasser de 1% la production nationale de 2023. Et aussi donc des mises en place de poulettes qui progressent de 11% en janvier-février 2024 par rapport à janvier-février 2023. Donc c'est vrai des perspectives assez dynamiques en œuf, mais une filière qui avait été fortement impactée en début 2023 par la grippe aviaire. On peut rappeler que la Bretagne avait été fortement donc, concernée par des cas de grippe aviaire. Alors, et autre côté positif, c'est que donc cette reprise, hein, devrait permettre un retour presque à l'équilibre de cette filière, hein, puisque le taux d'auto-approvisionnement qui était positif en œuf était revenu négatif l'année dernière. Et là, donc en 2024, selon l'Italie, on devrait retrouver un taux pratiquement à l'équilibre en œuf
pour l'année si l'année continue de se passer comme elle se passe actuellement. Une petite information supplémentaire qui n'apparaît pas là, c'est que eh ben, contrairement aux évolutions des années précédentes, on a la part de la cage dans les statistiques, hein, qui repart à la hausse avec 28% donc des effectifs de pondeuses qui seraient en cage contre 26% un an plus tôt. Hein, donc c'est vrai qu'il y a eu un tel déficit en œuf que la demande en œuf cage est repartie à la hausse et du coup il y a eu un retard effectivement dans les transitions. Si on regarde maintenant en bovin, à l'inverse des filières dont on vient de parler, hein, volaille, porc et lait, on a plutôt un recul en bovin avec des abattages qui reculent de 5% sur les 4 premiers mois 2024 par rapport aux 4 premiers mois 2023. Donc, effectivement, c'est pas pas le même cas. Mais l'année précédente, on avait quand même un recul de 5%. Donc, même si on a toujours un recul, il est quand même moins important. Au niveau national, le recul atteint 1,1% au premier trimestre, donc un recul moins important qu'on peut voir au niveau national. Donc, la décapitalisation donc, qu'on se poursuit, hein, puisqu'on a un recul de 2,8% du cheptel vache allaitante donc au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023. Au niveau national, on a un recul un peu moins important qui atteint 1,7%. Voilà. Et en veau, par contre, hein, une poursuite du recul, hein, puisqu'on a un recul de la production de plus de 4%, de plus de 5%, pardon, sur les 4 premiers mois de 2024. Alors c'est vrai qu'en veau, on a un recul de la production quand même déjà depuis quelques années, donc le recul n'a pas l'air de se calmer, on va dire, pour l'instant. En production légumière, on a des productions qui ont été fortement impactées par les conditions climatiques en début d'année, et tout particulièrement le chou-fleur, avec un recul, hein, de 15% des apports sur les 4 premiers mois 2024 par rapport aux 4 mois 2023, avec donc des grandes variabilités selon les mois. On le voit bien sur le graphique, avec un recul très important au mois de janvier à cause des températures très basses, un redémarrage à la hausse de la production parce que les températures étaient plus douces, donc ça a facilité la pousse des choux-fleurs. Et puis, mars et avril, à nouveau, un recul des volumes par rapport à l'année précédente. Du coup, les prix ont été relativement corrects, hein, en chou-fleurs, mais des volumes vraiment fortement en recul. En tomates, bon, la saison est encore pas beaucoup avancée, mais ce qu'on peut quand même noter, c'est le démarrage tardif de la saison, comme déjà on avait observé en 2023, et une forte concurrence des tomates marocaines, surtout en petits fruits, hein, avec des grosses difficultés actuellement sur les petits fruits. Et puis, deux autres informations en tomates, c'est l'inquiétude par rapport au virus. Hein, on a un nouveau virus en tomates depuis 2 ans. Et il y a déjà quelques cas qui auraient été détectés en Bretagne, mais aussi dans les autres pays de l'Union européenne. Et puis, autre information aussi, hein, en tomates importante, hein, c'est que les tomates bio peuvent à nouveau être commercialisées en, en bio depuis le début de l'année, contrairement puisqu'en fait, il y a un règlement qui a été donc, une nouvelle réglementation qui a donc été annulée. Et donc, on peut à nouveau commercialiser des tomates bio issues de serres chauffées comme produits bio depuis donc pour cette année. Alors, un petit zoom sur les légumes pour la transformation, hein, avec juste une information sur les surfaces prévisionnelles qui seraient donc inférieures à celles de 2023, mais avec donc un recul en pois, haricots et flageolets, et à l'inverse, une hausse en épinards, brocolis, choux-fleurs et carottes. Alors, il faut rappeler qu'en légumes pour la transfo, hein, c'est effectivement une production sous contrat, et que en fait, ces prévisions sont liées à une bonne campagne qu'il y a eu en 2023, et du coup des besoins moindres des industriels en lien avec le recul de la consommation de légumes. Hein, donc c'est vrai que alors ça reste des prévisions, hein, mais malgré ces prévisions, on devrait quand même avoir des surfaces, des productions qui seraient peut-être supérieures quand même aux années précédentes, puisque les prévisions de l'année dernière n'avaient pas été effectivement réalisées dans la réalité.
Un petit zoom sur les productions alternatives, hein, et en particulier sur le bio. Donc en bio, on aurait un recul de la collecte d'environ 1% au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023. Donc ça reste effectivement le premier trimestre. On peut rappeler qu'en 2023, on a vu une collecte de lait en repli de 4,8%. Hein, donc du coup, cette collecte-là est quand même moins importante qu'on a pu observer en 2023. Donc c'est quand même une amélioration. En œuf, je vous ai mis ici les mises en place de poulettes bio au niveau national. On n'a pas l'équivalent au niveau Bretagne, avec donc des mises en place quand même qui seraient en recul de 10% d'ici la fin du premier semestre 2024. Hein. Donc effectivement, on a effectivement derrière ça des achats une consommation euh, d'œufs bio qui a fortement reculé, hein, et qui continue de reculer en début d'année. Donc effectivement, c'est un ajustement par rapport à la demande. Et ben, pareil, en prévision nationale de production de légumes bio, on a aussi un recul, hein, et par exemple de chiffres, hein, le poids des surfaces bio totales dans les surfaces nationales devrait passer de 5,9% des surfaces totales donc de légumes pour la transfo en 2023 à donc 3,2% donc en 2024. Hein. Donc effectivement, c'est aussi donc bon, je vous ai dit que ces trois productions, mais c'est vrai qu'on peut noter quand même, mettre en avant donc ce recul. Alors, avant de passer donc à la suite, donc j'ai eu ce matin quelques compléments d'information donc sur les grandes cultures, hein, puisque avec les aléas climatiques, il y a effectivement eu des incidences sur les grandes cultures. Donc, quelques infos. Donc, on aurait effectivement les surfaces en blé et en orge au niveau Bretagne seraient en recul de 8 à 10%, donc sur les semis. Donc, avec des grandes disparités donc selon la localisation géographique. Mais d'une manière générale, on aurait quand même, dans la plupart des parcelles, quand même des problèmes avec des trous d'eau et autres qui feraient que chaque parcelle serait plus ou moins impactée. Il y a quand même des différences selon la localisation géographique, avec a priori donc cette année donc plus d'eau dans le sud Bretagne que dans le nord Bretagne, à l'inverse de l'année précédente, et pareil, plus d'eau à l'est de la Bretagne par rapport à l'ouest. Hein. Donc on a a priori des situations pluviométriques qui sont assez différentes d'une région à une autre. Donc, du fait de ces difficultés de semis, il y aurait donc des reports sur le maïs, avec donc des producteurs qui n'ont pas encore pu semer leur maïs et qui le feront et qui feront peut-être sans doute de l'herbe à la place du maïs donc plus tard. Donc c'est vrai que les résultats vont beaucoup dépendre de la météo de cet été. Hein. Peut-être qu'il y aura peut-être un rattrapage selon la situation météorologique. Et une dernière info, hein, c'est que en herbe, la pousse des prairies permanentes serait supérieure de 18% à la moyenne 89-2018. Donc on a effectivement un retard donc, des grandes cultures, retard des semis de maïs, peut-être donc des reports sur la production d'herbe, mais par contre donc une pousse qui serait donc quand même de l'herbe qui, à la date d'aujourd'hui, enfin à la date du mois de mai, serait donc plus favorable par rapport aux années précédentes. Donc voilà sur tous les aspects volume. Donc je ne sais pas on fait un premier jeu de questions, s'il y a des questions déjà dans le chat. Alors, il n'y a pas eu de questions dans le chat, mais on est bien sur le timing, donc on peut se permettre d'en prendre quelques-unes. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez lever la main pour qu'on vous donne la parole directement. Puis ça permet de reprendre le souffle. Est-ce que vous avez le souhait de vous exprimer, soit par le chat et on relaye, soit vous levez la main? Je ne vois pas de main levée. Oh. Ah, il y a A-t-il Christian Vallée. une question? Bonjour Christian, tu peux y aller. Alors, il faut peut-être qu'on lui réactive le micro, Céline. C'est fait. Alors, Christian, il faut que tu Monsieur. actives ton micro parce que tu as l'autorisation de parler. Non, on n'entend pas. Non, non. Alors, le micro est bien actif, mais je pense que tu as dû le désactiver chez toi.
Bah, si la technique ne veut pas fonctionner, Christian, tu peux aussi noter dans le chat, dans la conversation, avec le petit bouton conversation, et on relaiera ta question dans ce cas-là oralement. C'est les aléas du direct. Et je fais du comblage. S'il y a une autre question en attendant, le temps que Christian réussisse à faire fonctionner soit son micro, soit son chat. Bon, bah, on réessayera à la fin de la présentation de Nathalie, du Oui. coup, de refaire un temps de questions. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos remarques et vos questions, et on prendra un temps aussi à la fin. Et j'essaie d'appeler Christian pour savoir ce qu'il voulait nous demander. Je relayerai. Alors, oui, il a marqué bonjour à toutes et à tous. Donc, est-ce que c'était ça? Je ne sais pas. Ah, je crois pas. Alors, Allez, on va donc, on va reprendre. voir maintenant un petit peu les conséquences, les incidences de ce qu'on a pu voir, donc de la reprise des prix en baisse, en recul, et surtout l'augmentation des volumes sur le reste de la filière. Donc, un premier volet sur l'alimentation animale, donc qui ne parvient pas à maintenir ses volumes. Donc là, vous avez effectivement on a un recul des fabrications d'aliments animaux sur la plupart des filières au premier trimestre. Donc on voit en porc un recul de 5,7%. En volaille, un recul de 2,8% en aliments volaille, avec quand même 14% en dinde, 3,4% en poulet, et par contre une reprise de 1,4% en pondeuse. Donc de grandes disparités selon les filières. Et puis donc en bovin, un recul de 1,1%. Et donc, au niveau global, hein, le recul, c'est 3,7% de recul. Alors, au niveau national, c'est plutôt une augmentation, hein, puisque au niveau national, sur le premier trimestre, les fabrications d'aliments composés progressent de près de 3%. Hein, donc, on a une situation légèrement différente. Et au niveau national, par exemple, l'alimentation volaille progresse de plus de 9%. Donc, c'est vrai qu'on a des situations différentes. Après, c'est la comparaison année par année. Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas forcément eu beaucoup d'incidence sur les outils de fabrication d'alimentation animale. Bah, pour l'instant, ce qui est annoncé, hein, c'est qu'effectivement, la coopérative Eureden, hein, qui a donc annoncé qu'elle allait fermer d'ici le premier trimestre 2025, hein, donc l'usine sur Languidic. Hein, donc voilà, donc pour l'instant, on n'observe pas d'autres événements forcément notables en Bretagne, hein, sur l'alimentation animale, mais c'est effectivement la crainte, hein, c'est comme la deuxième année de recul des volumes de fabrication. Donc c'est vrai que c'est un peu une crainte pour la suite. Alors, au niveau plus activité agroalimentaire, ce qu'on peut dire, hein, donc c'est globalement une certaine reprise, hein, puisqu'on a une augmentation de l'activité agroalimentaire au niveau national au premier trimestre 2024. Et pareil, hein, aussi au niveau de l'agroalimentaire breton, aussi une activité plutôt tonique, hein, vous le voyez sur le graphique, euh, avec donc des effectifs salariés qui terminent la période quand même en légère baisse, avec des difficultés de recrutement, on va en parler après, persistantes, mais au niveau agroalimentaire, mais qui ne concernent pas les filières viande et lait. Donc effectivement, hein, si on fait un zoom sur la partie emploi, que ce soit agricole ou agroalimentaire, donc c'est vrai que si on regarde d'abord tout secteur confondu, on note quand même un ralentissement du marché du travail, depuis le second semestre 2023. Avec en 2023 donc un salariat qui n'a augmenté que de 0,5% par rapport à 1,4% d'augmentation en 2022. Donc effectivement une activité qui avait ralenti. Mais quand même, ce qui est quand même à noter, c'est qu'en Bretagne, donc, l'activité avait quand même mieux résisté par rapport aux autres secteurs, aux autres régions françaises. Deuxième remarque, c'est un taux de chômage qui a quand même tendance à remonter depuis le second semestre 2023. Qui s'établit à 7,3% au niveau national. Et vous voyez, nous, au niveau Bretagne, on a un taux de chômage plutôt inférieur, on est à 6,1%. Et par contre, des baisses de projets de recrutement, un recul des projets de recrutement. Donc, deux chiffres, hein, les projets de recrutement, les projets, c'est un recul de plus de 8% au niveau national. Nous, en Bretagne, c'est un recul de 6%. Hein, donc, effectivement, quand même un recul moins important chez nous. Et en même temps, donc, des recrutements jugés difficiles
qui sont plutôt en diminution, hein. Donc, en fait, c'est la part des recrutements difficiles plutôt en diminution. Alors, si on regarde par secteur, hein, au niveau de l'agriculture, alors on a des projets de recrutement qui sont en hausse. Donc, ça, c'est effectivement plutôt positif. Mais par contre, c'est surtout pour des emplois saisonniers, hein. Donc, ce n'est pas effectivement les emplois fixes qui sont plutôt en projet de recrutement, c'est plutôt les emplois saisonniers. Donc, ça dénote quand même une certaine inquiétude et un manque effectivement de peut-être comment dire, de positif, hein, pour l'avenir. Et aussi donc une baisse de la part des recrutements jugés difficiles, hein, qui sont quand même en recul. Donc là, j'ai 2 chiffres, hein. C'était 66% des recrutements, des projets de recrutement qui étaient jugés difficiles en 2023. Cette part descend à 51% en 2024. Donc, c'est quand même effectivement quand même un point positif. Au niveau de l'industrie agroalimentaire, on a un léger recul des intentions d'embauche, hein, puisque c'est 1,5% d'intentions d'embauche par rapport à l'année précédente. Donc, c'est effectivement peut-être moins positif. Par contre, hein, on a un recul pareil, hein, des projets de recrutement jugés difficiles, hein, qui serait de 73% en 2023. On passerait à 57% des projets de recrutement jugés difficiles. Donc là, c'est plutôt effectivement l'aspect positif. Par contre, hein, on peut noter que les métiers de la maintenance, c'est vraiment des métiers où les projets de recrutement apparaissent comme les plus compliqués dans l'industrie agroalimentaire, puisque là, c'est 82% des projets de recrutement qui sont devenus difficiles dans cette activité de maintenance. Ensuite, donc la partie commerce extérieur, hein, donc plutôt une amélioration globalement du commerce extérieur, alors que la demande intérieure serait plutôt à la peine. Donc là, vous avez les exportations bretonnes donc, qui reculent en chiffre d'affaires de 2%, mais qui résisteraient plutôt en volume, hein. Donc on le voit sur le graphique, hein, vous avez ici les exportations donc, sur le premier trimestre en viande boucherie, produits laitiers, viande de volaille et légumes, hein, où on voit effectivement plutôt une légère augmentation. Et on voit le bon flux en viande de boucherie, plus 4%, et aussi en viande de volaille et produits à base de viande, où là, les exportations progressent de 11%. Alors, globalement, quand même, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que nos envois sont plutôt dynamiques vers les pays tiers, donc plutôt que vers nos voisins européens, hein. Donc, c'est effectivement un léger report donc, des exportations globalement donc, vers les pays tiers. Si on regarde pour quelques filières, donc plutôt en volaille de chair, plutôt des exportations plutôt en hausse, hein, de 17% quand même en volume, hein. Donc là, ça reste effectivement sur les 2 premiers mois 2024. Là, c'est grâce à une demande dynamique des pays de l'Union européenne. Et par contre, des importations aussi qui augmentent, hein. On a toujours les deux. Alors, des augmentations moins importantes, hein, l'augmentation est à peu près de 4%. Et en tonnage aussi, l'augmentation des importations est moins importante que des exportations. Avec des importations toujours en hausse en provenance de Pologne et aussi du Royaume-Uni. Alors, par contre, si on regarde le solde, hein, il s'améliore, mais il reste quand même déficitaire en volume et en valeur, hein. Même si effectivement il y a une amélioration, il reste quand même déficitaire. C'est les 2 barres grises que vous voyez sur le graphique. Pareil en neuf, hein, un redémarrage des exportations, donc 40% d'augmentation sur 2 mois. Donc elle retrouve en fait un niveau proche du niveau 2022. C'est vrai qu'on peut rappeler que l'année dernière, on avait un manque de volume. Et aussi un recul des importations, donc de 8% en œufs coquilles et 8% aussi pareil en nouveaux produits. Mais par contre, hein, des importations qui restent encore supérieures à celles de 2022. Ce qu'on peut dire aussi sur les importations, c'est qu'effectivement, donc on a une chute importante en provenance de la Pologne, mais que par contre, l'origine espagnole se renforce, notablement dans les volumes. Et donc un solde commercial qui est légèrement positif. Je ne l'ai pas mis, mais on peut aussi donner 2-3 infos sur le porc. En porc, on aurait des importations françaises de viande fraîche, réfrigérée et congelée qui progresseraient au premier trimestre
de 4%. Donc, c'est vrai qu'on a aussi, par contre, en porc, effectivement, des importations qui continuent d'augmenter, des exportations qui augmentent, mais par contre, un solde qui est positif en volume, mais qui quand même se dégrade. Maintenant, sur la partie plus situation, donc consommation de mon intérieur. Donc, l'inflation a tendance à se stabiliser. On a une baisse des prix de 0,1% en mai 2024 par rapport à mai 2023. Donc, pour les produits de grande consommation et le frais libre-service. Mais ce recul, il est quand même essentiellement porté par les produits d'hygiène et non pas par les produits, par les produits alimentaires. Et en fait, on a une inflation qui reste encore très forte sur les huiles, les jus de fruits et certains produits de conserve. On peut aussi quand même noter, donc ça n'apparaît pas ici sur le graphique, c'est que la descente en gamme est plutôt stoppée. Donc c'est quand même un point positif pour les filières, pour les produits à marque, enfin les produits bio ou et autres produits de signes de qualité. Mais c'est vrai qu'on a quand même. Alors ce ralentissement de l'inflation, il est constaté depuis le deuxième semestre 2023. Et c'est vrai que les volumes consommés, quand même, ils ont reculé encore de 2,4% sur les 4 premiers mois 2024 par rapport à l'ensemble de l'année 2023. Donc, même si effectivement l'inflation se stabilise, mais on a quand même des volumes quand même en recul quand même par rapport à la période précédente. Si on regarde selon certaines filières, on regarde donc pour tout ce qui est viande. Donc en viande de boucherie, on a un recul de la consommation donc, par bilan de 3% au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023. En porc, on a plutôt une hausse sur les 2 premiers mois 2024 de 1,6%. Mais par contre, alors c'est que sur un mois, mais si on regarde que le mois de mars 2024, on aurait un recul de la consommation de viande de porc. En œuf, là, c'est les achats des ménages, c'est pas la consommation totale, c'est tout ce qui est achat des ménages. Alors, on avait plutôt des achats des ménages positifs au premier trimestre, qui étaient de 3,7%. Par contre, selon Circana, on aurait un recul des achats d'œufs coquilles donc, par les ménages en avril, qui atteindrait donc 4,8%. Donc, à voir si ça se confirme dans les mois à venir. Et quand on regarde dans le détail, on a un repli assez net pour les œufs au sol et les œufs cages, donc de 7%, et aussi pour le bio, avec un recul toujours pour le bio de 6%. Alors, côté positif quand même, c'est que même si on a un recul en avril, on a quand même des achats qui restent quand même supérieurs à ceux de 2022. Ensuite, une consommation quand même qui reste dynamique en volaille. Ici, vous avez la consommation donc, par bilan sur les 3 premiers mois, donc 2024. Où là, on voit une consommation qui repart en volaille avec 13% de hausse donc, sur janvier-février par rapport à janvier-février donc 2023. Concernant les légumes, on a aussi des achats qui résistent avec des achats de légumes frais. Donc, c'est pareil, c'est que les achats des ménages, c'est pas la consommation totale France. Donc, des achats des ménages en hausse de 3% au premier trimestre 2024 pour les légumes frais. Et pareil pour les légumes conserves, une croissance de 7% pour les légumes conserves, mais par contre un recul de 6% en légumes surgelés, qui fait qu'en fait les légumes surgelés retrouveraient en fait leur niveau d'avant Covid. Pendant le Covid, on a vu une augmentation très forte de la demande en légumes surgelés par les ménages. Donc là, même s'il y a un recul en 2024, on retrouve le niveau juste d'avant Covid. Un petit zoom sur les produits bio. Donc, vous avez ici l'évolution de la consommation des produits laitiers bio en GMS. Donc, on a effectivement une légère atténuation du recul de la consommation des produits laitiers bio en fin de premier trimestre 2024. Donc, surtout en beurre, fromage et ultra frais. Mais on a quand même un repli important donc en beurre. Le repli en beurre, c'est 8% au premier trimestre. Et en fromage, c'est 13% et 6% en ultra frais.
D'après les prévisions, la stabilisation des ventes, pardon, ne devrait pas être observée avant la fin de l'année. Donc, on risque d'avoir encore donc toute l'année une demande qui recule, même si on a vu que l'inflation se stabilisait, mais on garde quand même des prix à la consommation quand même relativement élevés par rapport aux années précédentes. Si on regarde donc les œufs bio, donc un recul de 6% des achats d'œufs bio en avril 2024 par rapport à avril 2023. Les marques distributeurs, donc on voit la croissance donc du poids des marques distributeurs dans les achats des ménages. Donc aujourd'hui, les marques distributeurs, c'est 39% de part de marché donc en février 2024 contre 37,3% en février 2023. Donc les consommateurs, face à l'inflation, eh bien en fait, ils ont fait une descente en gamme et les marques distributeurs font partie effectivement de cette descente en gamme. Et c'est vrai que les marques distributeurs ont été les grandes gagnantes de cette inflation qu'on a pu connaître depuis pratiquement 2 ans. Donc, par contre, effectivement, est-ce que le consommateur fera la marche arrière quand la situation sera meilleure au niveau des prix? C'est pas sûr, puisque là, effectivement, les marques distributeurs sont en train de gagner la confiance des consommateurs, et c'est vrai qu'on on peut effectivement s'interroger sur ce qui se passera effectivement quand les prix continueront à baisser d'une manière plus importante. Donc pour les marques distributeurs, les produits qui marchent le mieux, c'est tout ce qui est frais libre-service, comme la charcuterie, tout ce qui est fromage et le traiteur de la mer. Ce sont effectivement les produits qui ont les plus gagné en marque distributeur. Donc pour terminer, un petit zoom sur les distributeurs, puisqu'on a eu effectivement, on a à disposition les parts de marché des groupes de distribution au premier trimestre 2024. Donc avec des différences, avec une progression, tout d'abord du groupement des mousquetaires, qui gagne 0,6 points. Alors on peut rappeler que le groupe Les Mousquetaires a repris donc une grande partie des magasins Casino. Donc c'est vrai qu'ils ont gagné effectivement en termes d'implantation. Donc ça leur permet de gagner 0,6% de part de marché. On a Leclerc aussi qui continue de gagner des parts de marché, surtout grâce à ses drives. Donc c'est effectivement ce qui lui permet de continuer à rester le premier groupe de distributeurs et à continuer de gagner des parts de marché. Donc c'est son cas depuis de nombreuses années. Donc on a aussi Lidl, donc qui continue aussi de gagner des parts de marché depuis quelques années. Et à l'inverse, donc Carrefour, et Auchan, qui continuent d'être à la peine et d'avoir des difficultés de garder leur part de marché au niveau des produits alimentaires. Donc voilà donc ce point de conjoncture. Donc je vous l'ai dit au début, donc la conjoncture tous les trimestres, donc sous forme soit d'ABC conjoncture, soit de note d'actualité. On peut aussi donc annoncer donc le prochain webinaire donc qui aura lieu donc de conjoncture qui aura lieu le 10 septembre. Donc vous serez informés dans l'intranet, on vous informera de cette date et on vous redonnera les consignes pour vous inscrire et pour y avoir accès. Donc le 10 septembre. Et puis pour terminer, vous rappeler un petit peu ce que l'équipe publie et met à votre disposition. Donc on a le blog AgriEco sur lequel vous avez régulièrement donc, des articles. Tous les mois, il y a des articles d'actualité sur des sujets très variés, par filière ou par thème transversal. Et donc nos différentes publications, donc l'ABC Conjoncture, l'ABC Analyse et Perspectives, donc, qui est paru il y a à peu près un mois. Donc l'ABC les chiffres qu'on est en train d'actualiser et donc qui paraîtra au mois de septembre, au moment du SPACE. Et puis le même Toxico qui maintenant est réalisé tous les ans, qui fait donc surtout les signes de qualité. Et puis après, nos différentes études qui paraissent, donc selon les thèmes et selon l'actualité. Donc voilà, maintenant je ne sais pas s'il y a des questions. Quelques-unes, quelques remarques aussi. On va prendre cette dernière séquence pour échanger. Christian Vallée n'a pas pu activer son micro. Alors, on ne sait pas si on a un souci de paramétrage ou
ou si c'est les mystères de l'informatique. Du coup, je vais relayer sa remarque. Il nous invite à plutôt parler de bons prix quand on parle des productions animales plutôt que de prix élevés, compte tenu du fait que ces niveaux de prix-là, finalement, ils sont importants pour maintenir une dynamique de l'élevage et permettre le renouvellement. Donc, c'était une remarque voilà, qu'on note pour une prochaine. Et puis, je crois qu'Arnaud va nous relayer une autre question. Oui, tout à fait. Donc, on a une question, bonjour à tous. On a une question de Anne Sfer qui pose la question de savoir ce qu'est un projet de recrutement jugé difficile. Alors, ce que je propose, c'est qu'en fait, on lui ouvre son micro pour voir si ça fonctionne et si elle peut poser directement la question. Et après, si Nathalie, tu as la réponse, tu pourras lui répondre directement. Alors, Sinon, je pourrais. Hein. Ou Si sinon, je pourrais, Maud puisque- pourrait répondre, effectivement. J'ai ouvert le micro à Annelise. Enfin, Annelise a l'autorisation d'ouvrir son micro. Et ça Si marche ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne du coup? Très bien. Oui, Oui, très c'est bien. bon, Oui. Anis. Donc, la question, je l'ai posée par écrit. Tu as parlé de recrutement jugé difficile et je ne sais pas ce que c'est, moi, un recrutement jugé difficile. Donc, si Et tu en peux fait, nous dire ce qu'il y a Ouais. derrière cette notion-là. je vais rebondir puisque c'est Anne Bertagnolio qui est en charge de la séquence emploi qui peut pas être là aujourd'hui, mais du coup, j'ai fait mes petites recherches. Donc, en fait, cette information-là, je ne sais pas si on peut revenir sur la diapo, elle provient d'une enquête qui s'appelle Besoin de main-d'œuvre, qui est réalisée par France Travail. Et tous les ans, il pose plein de questions à des chefs d'entreprise. C'est donc du déclaratif. Et ce qui est marquant, c'est qu'en 2024, eh bien, les chefs d'entreprise disent que c'est moins compliqué. Globalement, le nombre de chefs d'entreprise qui trouvent que c'est moins compliqué a baissé. Et alors, en quoi il y a des métiers qui sont compliqués? Souvent, ils disent que c'est lié à un manque de candidats ou des candidats qui n'ont pas les compétences attendues, qui n'ont pas le bon profil, des candidats qui ne sont pas en phase avec les conditions de travail, un problème d'image de l'entreprise, un manque de moyens financiers ou des difficultés d'accès au lieu de travail qui font que c'est compliqué de recruter. Ce qui est marquant aussi, il faut le souligner, hein, c'est que vous voyez qu'on avait un niveau très élevé de recrutement jugé difficile sur les dernières années. On était à 67% en Bretagne en agriculture l'année dernière. Au niveau national, tout secteur confondu, l'an dernier, on était à 61% de recrutement jugé difficile. Donc en Bretagne et en agriculture, c'était pire. Cette année, on voit qu'on n'est plus qu'à la moitié des recrutements jugés difficiles, 51%. Si on se compare au niveau national, on est encore à 57% de recrutements jugés difficiles pour tous les secteurs confondus. Donc finalement, il y a un réel apaisement dans l'agriculture sur le recrutement. Voilà, c'est assez remarquable, il fallait le citer. Ça répond, Alnise, à ta question? Bah, le micro est Ouais. recoupé. Voilà. Oui, c'est bon, je cerne mieux ce que ça recouvre. Alors, je vais garder le micro et relayer la question de Flore. Bon, Flore, vu comme c'est compliqué de mettre les micros, je crois que je vais la relier telle quelle. C'est une question sur la consommation et une demande de précision. Est-ce que ce sont des chiffres français ou bretons? C'est les chiffres français. On n'a pas de données bretonnes. Donc, effectivement, les chiffres qu'on vous a donnés en consommation, c'est effectivement la Bretagne. C'est vrai Pardon, la France. qu'on en rêve, Pardon. hein, on aimerait bien avoir Oui, des données plus oui. locales. Il Mm, pourrait y avoir des enquêtes, mais oui. payantes, hein, réalisées par les CCI. Il y a des enquêtes plus locales, mais nous, on n'y a pas accès. Donc, Non. malgré tout, ça donne des bonnes tendances. Les tendances nationales Mm. sont plutôt en phase, on pense, avec les tendances bretonnes. Après, il existe, je crois, selon certaines filières, je crois que c'est selon certaines filières, on a des données après coup par Bretagne, pour la Bretagne, par région, je crois, certaines données donnent un peu les tendances de consommation. Par exemple, il y a plus de charcuterie consommée en Bretagne, ou il y a plus de. Voilà, on peut avoir après ponctuellement selon les filières, il existe parfois des enquêtes de ce style, mais voilà, mais on n'a pas sinon si rapidement des données régionales. Alors, Et Arnaud, enfin, donc, on avait une dernière question dans le fil de discussion. Ah non, je vois qu'il y en a une qui vient se rajouter juste à l'instant, mais donc une question de Jean-Marc Thomas qui souhaiterait en fait qu'on fasse un focus sur la filière porc bio, qui est fortement sinistrée depuis 2 ans. Est-ce que tu. Alors, Ouais. effectivement, je vais peut-être Oui. prendre la main sur cette question-là, puisque c'est une filière que je suis.
Alors, quelques éléments de cadrage déjà sur le poids de la filière bio en porc. C'est vrai que contrairement à d'autres productions comme le lait, par exemple, bah, la filière bio est vraiment très modeste au niveau régional. Il faut savoir qu'il y a à peu près une centaine d'élevages de porc bio en Bretagne et que ça représente 0,5% de la production porcine. Donc une production faible, une consommation aussi assez faible de viande porcine en bio. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, du fait de l'inflation, la consommation de viande porcine bio a fortement diminué et donc que les producteurs de bio en Bretagne et plus généralement en France sont en difficulté, quoi. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on peut dire de plus, si ce n'est que les spécialistes de la filière estiment qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande d'à peu près 30%. Autrement dit, on produit 30% trop de porc bio par rapport à la demande et qu'évidemment, ça met toute la filière en difficulté, avec sans doute des producteurs qui vont devoir arrêter si la consommation ne rebondit pas très, très rapidement. Donc ça, effectivement, c'est un fait. On a vu que les prix sont... alors, moi, je maintiens qu'ils sont élevés, hein, après, c'est des questions de sémantique. Ils sont élevés dans la plupart des produits animaux, des productions animales. Mais l'inflation a eu un effet de descente en gamme de la part des consommateurs et le bio est en premier lieu touché, y compris en viande porcine. Donc j'espère que ça répond à la question. Mais on garde le point parce que ça peut aussi nous donner des fois des idées de sujets à creuser dans un article pour le blog. Donc, on note. Une autre question, et il n'y en a pas d'autres ensuite dans le chat, Non. mais peut-être que ça va venir, de Dimitri Benoît sur la production laitière, Mm. qui note qu'on a mentionné une évolution similaire ou relativement similaire entre le prix du lait et les approvisionnements, les prix des approvisionnements. Mm. Et il demande si on peut en déduire qu'il n'y a pas de modification sur le niveau des marges des éleveurs du fait de la conjoncture, hors qualité des fourrages. Mm. Mais Alors, alors c'est Olivier Carvin qui suit la filière lait, il n'est pas là aujourd'hui, mais effectivement, alors j'ai pas plus d'infos, mais effectivement, c'est ce qu'il met, hein. C'est qu'effectivement, il met que la marge laitière reste stable. Après, je n'ai pas de chiffres plus précis, je sais pas si Maud, ben, tu sais où il y très, en a, ou... Oui, en fait, on peut regarder, alors c'est compliqué d'avoir des résultats économiques en instant T, hein. Du coup, on peut regarder les indicateurs de l'IDEL, de l'Institut de l'élevage, qui sont calculés au niveau national. Et il y a notamment un indicateur qui s'appelle la marge Milk, et qui regarde en fait la marge sur le coût en indice. Donc, c'est une estimation. Et ce que cela montre, c'est que ce niveau de marge au 1000 litres n'a cessé d'augmenter depuis le 1er janvier 2022. Donc on a une vraie hausse des niveaux de marge au 1000 litres. Et puis cependant, là, il y a un petit ralentissement, une très légère baisse sur les 2-3 derniers mois. On n'a pas au-delà de février, en fait, cet indicateur de disponible. Donc, on est stable à légèrement en baisse. Et je pense que la question le dit aussi, il y a les questions de qualité des fourrages et il y a les questions de volume de consommation intermédiaire, de volume d'approvisionnement. Donc, quand on regarde des évolutions d'indices, on regarde de combien de pourcentage ça a augmenté ou ça a baissé. Mais les éleveurs, ils ont dans la main un paramètre, c'est la quantité d'intrants qu'ils achètent, qui peut aussi faire varier le niveau de la marge. Donc là, une forme de stabilité en élevage laitier qu'on retrouve aussi dans d'autres productions finalement sur les conditions économiques. J'espère que ça répond, Dimitri. Est-ce Mm. bon apparemment. Est-ce qu'il y a quelques Mm. questions à nouveau? Vous pouvez essayer de lever la main si vous voulez qu'on vous donne le micro pour peut-être prendre une dernière question. Non, Bon, c'est très calme pas de sur le question. chat. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on on va arrêter là. Écoutez, de toute façon, s'il y a d'autres questions par la suite, faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un de l'équipe, hein. Euh, on est présent là, donc faut pas hésiter donc on a chacun sa filière, c'est vrai que je l'ai pas reprécisé, mais effectivement, on a chacun sa filière. Donc Arnaud est sur toutes les filières viande. Donc Olivier Carvin, qui était absent aujourd'hui, il est sur la filière lait. Donc moi, je suis sur la filière œufs
et donc les filières légumes, donc pour le frais et puis transfo. Donc on a William qui est actuellement, enfin qui remplace deux personnes entre guillemets en ce moment. Donc il est sur tout ce qui est commerce extérieur, agroalimentaire et puis signes de qualité et consommation. On a Anne Bertagnolo donc qui est sur l'emploi. Et puis j'ai dû faire le tour, je crois. Oui, c'est Et dans le bon. service, il y a aussi Marie-Henri que vous pouvez connaître Voilà. sur tout ce qui est politique publique. Alors, il y a une dernière question sur où on peut consulter nos études. On va vous remettre la dernière diapo avec la page du blog qui est indiquée. Et puis, on mettra aussi dans Voilà. la conversation. Voilà. Et en général, je sais pas comment, sur l'intranet à droite, là, comment ça s'appelle, Céline, Le équipe kiosque en dans action, non? l'intranet, Ouais, le le kiosque, kiosque. voilà, en général, dès qu'on a une publication, en général, c'est vrai qu'on communique, en général, ça apparaît là. Et Et c'est également aussi dans sur l'agritech. Internet, voilà, sur Internet Agritech, quand on vient Mm. en hors salarié, on peut y consulter aussi. Tout est en accès libre, hein. On a une politique de diffusion ouverte de tout ce que l'on produit. Il y a une question pour savoir si la présentation sera accessible. Oui, je ne l'ai pas dit en début, peut-être pas. Donc effectivement, le diaporama sera accessible en version diapo. Et puis donc on a enregistré, donc je ne sais pas, en général on met aussi à disposition la partie enregistrement pour si jamais il y a des collègues qui n'étaient pas là. Je crois qu'il y avait un autre webinaire en même temps. Donc du coup, c'est enregistré. Donc ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui pourront avoir accès. Donc il ne faudra pas hésiter à regarder ça par la suite. Et Sophie Bégaud précise que les informations se retrouvent aussi sur le web élu pour nos élus chambres. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va, on va arrêter là. Bon, bah, merci beaucoup de vous être connectés, donc d'avoir écouté. Bah, écoutez, il ne faut pas hésiter à faire appel à nous et à nous questionner si vous avez des questions ou des demandes de précision par la suite. Et on vous dit Voilà. bel été et au 10 mai pour un petit décryptage des 10 actualités, septembre. la conjoncture. Pardon, 10 septembre. Oh 10 là là, merci septembre. Nathalie. Ça sera juste avant le SPACE et ça sera l'occasion de se remettre les pendules à l'heure avant le salon de l'élevage. Voilà. À Allez, très bonne journée à bientôt. tous. Au revoir. Au revoir.